période de New York, c'est ce Toussaint Louverture à New York de 1960, donc juste avant le départ pour Paris. C'est une œuvre que l'on peut assez facilement décrypter, ce qui n'est pas toujours le cas de la peinture d'Hervé. Vous voyez ici le gouverneur noir, sommairement évoqué ici, qui est en fait un autoportrait caché, puisque ce tableau témoigne du déracinement du jeune haïtien qui est à New York et de son malaise, puisqu'il est notamment confronté au racisme. Vous voyez notamment ici un détail tout à fait de terre à terre, une boîte aux lettres américaine qui manifeste le lien que Télémaque conserve à cette époque avec son île natale, avec sa mère, avec laquelle il aura toujours été très proche. Autre particularité de ces peintures de New York, c'est la présence de l'écriture, qui est importante, puisque Hervé le dit souvent, la poésie est une donnée essentielle de sa peinture. Et vous voyez qu'avant même de réaliser cette proposition, Hervé avait couvert d'écriture en français la surface de sa toile. C'est le moment où il suit notamment une psychanalyse avec le grand ethnopsychologue Devreux, une psychanalyse en français. Et sa peinture est sans doute inspirée par cette analyse, cette cure psychanalytique, avec l'appel notamment au rêve, la dimension onirique et même cauchemardesque de certaines de ses peintures est très présente. C'est le cas notamment dans cette histoire sexuelle où vous voyez apparaître le thème de la boule dentée que l'on retrouvera à plusieurs reprises dans ces années 50-60. Mais Hervé ne reste pas si longtemps à New York, puisqu'il arrive à Paris en 1961. Il quitte une ville, effectivement, où il se sent mal à l'aise. Il veut surtout rejoindre la source de la peinture, de l'expressionnisme américain, qui n'est autre que le surréalisme. Et donc il décide de partir à Paris pour être plus proche aussi des surréalistes parisiens et de voir de quelle façon il pourra développer son œuvre dans un pays qu'il connaît bien, la France, où il a fait notamment une partie de ses études. Hervé arrive donc à Paris en 1961 et par chance, il est très vite en contact avec un certain milieu intellectuel et notamment avec certains membres du groupe surréaliste, et certaines de ses peintures témoignent de cette proximité, notamment une peinture comme celle-ci, leur première peinture de l'exposition qui n'a pas figuré dans les versions métropolitaines, si je puis dire, de l'exposition. C'est un très bel éclaireur, le mot éclaireur est le nom d'une série de plusieurs peintures. Vous voyez qu'Hervé développe des sujets, une iconographie un peu désagréable à base de boyaux et de boules dentées, d'objets assez peu ragoûtants, mais qui manifestent encore une fois une certaine violence rentrée qui était déjà visible dans la peinture à New York. Et puis une influence qui peut apparaître, notamment, regardez cette fenêtre rose ici, un élément qui pourrait venir de la peinture de l'âme que Hervé regarde beaucoup à cette époque. L'œuvre essentielle de la période parisienne, au moins dans cette exposition, c'est celle qui est ici, qui appartient au Centre Pompidou, que je vous propose de voir de plus près. Il s'agit d'un achat magnifique du Centre Pompidou des années 1990, une œuvre véritablement historique de l'artiste qui s'appelle My Darling Clementine, qui est une œuvre de 1963, qui est frappante par plusieurs éléments, ne serait-ce que le format de cette peinture au châssis découpé, qui rappelle bien entendu certaines pratiques des peintres de l'école américaine de cette époque. Vous voyez surtout que dans une peinture comme celle-ci, Hervé renonce pratiquement définitivement aux éléments abstraits que l'on pouvait encore trouver dans l'éclaireur que je vous montrais tout à l'heure. Beaucoup d'éléments sont à relever ici qui appartiennent un peu à la sous-culture, notamment la bande dessinée, le cinéma. My Darling Clementine est le titre d'un tableau de John Ford, un chef fantastique en français bien sûr. Ici vous avez affaire à une sorte d'autoportrait. Hervé a commenté cette figure en disant que c'était un personnage mi-flibustier, pardon? Oui, mi-bucanier, si vous voulez. Des allusions, bien sûr, aux États-Unis, qu'il vient de quitter. À nouveau, encore ces éléments qu'on retrouvait, je vous indiquais dans le tableau par ici, mais l'élément le plus important, je pense, de cette peinture, c'est la présence de ces images, de ces collages découpés dans la presse et qui donnent une véritable dimension politique
à cette peinture, puisque ces images ne sont rien d'autre que des publicités pour des produits servant à décréper les cheveux des personnes de couleur. Et donc, Hervé joue avec les stéréotypes racistes, encore visibles notamment dans la figurine qui se trouve dans cette boîte ici, avec un bébé noir qui immanquablement mange une banane épluchée. Donc une œuvre tout à la fois joyeuse et politique, et qui fait partie des grandes œuvres de la période de la figuration narrative. Je vous rappelle qu'Hervé a été l'un des grands initiateurs du mouvement avec Bernard Rancillac, autour notamment de l'exposition des mythologies quotidiennes. Et cette peinture est tout à fait caractéristique de ce moment où certains artistes français, comme Hervé, veulent contester l'omniprésence de l'abstraction gestuelle qui est un peu le haut du pavé à Paris à cette époque et qui veut surtout réagir politiquement à la situation de la métropole. Ici vous avez une autre peinture un peu que je veux vous commenter rapidement, qui est de peu postérieure, qui est une peinture qui tourne autour de la question de la vision. C'est déjà très frappant dans le titre, voir elle. Alors, voir plusieurs éléments de ce tableau se rapportent au thème de la vision ou de la cécité, qui est un thème important pour Hervé, avec ici notamment cette figure d'un fidèle Gaston aveuglé, tout simple d'ouverture à nouveau, et ici un œil anonyme qui fixe le spectateur, tout comme l'appareil photo qui se trouve ici. Quant à elle, ce terme renvoie au magazine féminin bien connu dont Hervé s'est inspiré avec ses éléments, ses mains, ses jambes, qu'il a reproduit d'après les illustrations de ce magazine. Et puis vous voyez ici une sorte de pied de nez au spectateur, by Télémaque. Ici, Hervé joue sur l'ambiguïté du mot by quand on l'entend, par Télémaque, une signature, mais c'est aussi un appel à acheter sa peinture, et c'est évidemment un moment difficile pour des artistes de la génération d'Hervé qui sont assez peu vendus, et donc c'est une sorte de pied de nez aux spectateurs, mais également peut-être au destin et un appel aux collectionneurs éventuels, et tout ça sur une figure rectangulaire qui rappelle beaucoup la peinture de Mondrian qu'Hervé regarde beaucoup aussi à cette époque. Le langage visuel de la bande dessinée est très important pour tous ces artistes de figuration narrative. On le voit bien avec une peinture comme celle-ci qui s'appelle Femme Merveille, avec ce thème du personnage bien connu du monde de Marvel que Télémaque inscrit dans cette peinture. J'attire votre attention sur cette sorte de trappe qu'il a installée en trompe-l'œil dans cette peinture. Vous retrouverez à plusieurs reprises, notamment dans les années 1970, ce jeu autour de la matérialité finalement de ces peintures. Et ici, j'attire votre attention sur un petit détail aussi, mais qui n'en est pas un, car toutes les peintures que vous avez vues jusqu'à présent sont des peintures à l'huile. Bientôt, Hervé va adopter l'acrylique, qui va lui permettre beaucoup d'avancer, notamment dans son style de peinture. Ici, nous sommes dans un moment de transition, on n'utilise plus la peinture à l'huile, pas encore l'acrylique, mais un nouveau matériau, la caséine. Un matériau qui n'aura pas une très grande fortune finalement dans l'histoire de l'art, mais qui avait la particularité d'être très fragile, et c'est pour cette raison que Hervé a demandé à ses futurs transporteurs de faire bien attention à cette peinture peinte à la caséine. Je vous le disais, Hervé rentre dans la carrière, si l'on peut dire, dans un milieu plutôt surréalisant. Et à partir du milieu des années 1960, il change tout à fait d'esthétique, et c'est plutôt la peinture pop, l'art pop, qui va l'intéresser de plus en plus. Et c'est ce que nous avons cherché à montrer dans cette salle. Vous voyez que le style d'Hervé évolue considérablement, avec notamment un usage des aplats de couleurs, ce recours à la silhouette parfois, et surtout à cette ligne claire qui lui est inspiré par un dessinateur belge bien connu, qui est autre Kerger, qui a beaucoup inspiré Télémaque dans les années 1960. Vous en avez un bel exemple ici, avec cette peinture qui n'était pas à l'exposition de Paris non plus, qui s'appelle Fiche sur l'amitié, et qui reproduit finalement un dessin de l'or noir, si je me souviens bien. Ben, tenez, puisque vous avez bousculé la confidence, autant en parler tout de suite. Il s'agit d'une œuvre tout à fait historique qui n'a réapparu que finalement assez récemment.
une œuvre que nous avons vraiment eu le privilège de pouvoir montrer à Paris pour la première fois depuis 1966. C'est en effet une pièce qui avait été choisie par André Breton pour la toute dernière exposition surréaliste organisée par le poète, une exposition qui s'appelait L'écart absolu, qui avait conclu à Paris en 1966. Et Breton avait choisi cette pièce qui relève du genre du combine. C'est un terme que l'on utilise depuis certains artistes américains comme Rauschenberg, qui mêle à la fois peinture et objet réel. Et c'est tout à fait le cas ici, puisque vous voyez que cet escabeau est accolé à la peinture, ce qui en fait presque une sculpture. Ou alors encore une fois, ou encore un chevalet renversé. Il y a tout un jeu là aussi sur la matérialité du support de la peinture. Vous voyez aussi ce long trapèze qui descend avec un marteau du grand-père, je te cite Hervé, qui se trouve à cet endroit. Alors, que signifie cette peinture? Il faut savoir que, vous le savez, j'aurais pu inciter davantage au début, que la biographie d'Hervé est très importante et beaucoup d'éléments biographiques plus ou moins cachés sont très présents dans sa peinture et vous en avez tout à fait le cas ici. Alors Hervé nous donne une piste puisque vous voyez l'inscription ici, 13 ans trapéziste. En fait, c'est une pièce qui fait allusion à un accident de santé qu'a eu le tout jeune Télémaque, qui a un peu mis un terme à sa carrière de jeune sportif, car le sport était très important pour Hervé. C'est tout simplement une hernie. C'est la raison pour laquelle vous avez une ceinture hernière ici, et puis cet escabeau qui suggère une ascension difficile vers un trapèze désormais interdit à l'artiste. Beaucoup d'éléments sur lesquels on pourrait insister davantage, je ne le ferai pas parce que nous avons beaucoup de choses à voir et surtout il existe un livre qui a été publié par Alexia Gouguemous qui se trouve ici parmi vous et réalisé en étroite collaboration avec Hervé, uniquement consacré à cette pièce. Alors je voudrais vous montrer une autre pièce très importante d'Hervé qui nous vient du musée de Saint-Étienne et qui constitue une véritable somme autobiographique d'Hervé. C'est ce Convergence. Alors faites bien attention à la pièce encore une fois. Il s'agit d'un grand tableau, un peu ambigu car on ne sait pas trop. Il s'agit véritablement d'un diptyque sur lequel Télémaque a autour d'un autoportrait. Donc vous verrez l'origine dans la partie au sous-sol de cette exposition. Donc un autoportrait et autour plusieurs éléments intimement liés à la vie de l'artiste, notamment un portrait de Maëlle, son épouse, de sa mère, la fameuse ceinture hernière avec son emballage, et puis des figures de référence, André Breton, notamment ici, Henri Salvador, ici, Jerry Lewis, le marchand parisien Matthias Fels, qui a été le tout premier galeriste à montrer l'œuvre d'Hervé au public parisien, pardon. Et puis, la politique n'est jamais très loin. Encore une fois, dans l'œuvre de Télémaque, vous avez ici une allusion aux révoltes de Watts en 1966, des révoltes noires sévèrement réprimées par la police américaine. Au fond de la galerie, vous allez voir d'autres combines, donc des œuvres qui incluent des éléments tirés de la réalité. C'est le cas notamment pour cette pièce. Elle aussi n'avait pas fait le voyage du Centre Pompidou, qui s'appelle Le Mal des hauteurs, qui est une œuvre également de 1966, avec cette figure découpée en pointillés et une basket que vous retrouvez également dans cette peinture, qui est l'un des chefs-d'œuvre de cette année 1966, qui s'appelle Le poète rêve sa mort. Vous avez le titre inscrit ici sur cette œuvre, dont le support est très original, puisqu'il n'y a pas beaucoup de peintres qui ont utilisé ces tisorelles trouées, ce qui est le cas sur cette peinture. Une peinture qui convoque des éléments symbolisant les loisirs estivaux sur le côté, avec ces sièges de camping qui reviennent souvent dans ces années 1960. Et puis de l'autre côté, ce sont plutôt les sports d'hiver qui sont représentés, le tout entrant en lévitation dans un paysage neigeux aux courbes vaguement féminines. Alors cette mort du poète, qui est peut-être celle d'André Breton, qui disparaît précisément en 1966, mais surtout une allusion au décès de la grand-mère de Télémaque, qui intervient aussi dans ces années-là. Et puis derrière vous, une œuvre aussi nouvelle dans l'exposition, qui manifeste une iconographie qui revient souvent dans ces années 60, c'est celle de la voile de navire, qui est une allusion plus ou moins cryptée à la toile à peindre.
Et le thème de la voile reviendra souvent dans les objets que Télémaque va réaliser à partir de 1968. En effet, en 68, il prend une décision grave et importante. Il décide d'arrêter de peindre et de se consacrer uniquement à la production d'objets très étranges que je vais vous présenter dans la salle suivante où je vous invite à vous rendre. Alors voici une vue de la salle que nous avions consacrée au Centre Pompidou à ces objets paradoxaux ou sculptures maigres que Télémaque multiplie en 1968 et un petit peu en 1969, des objets sur lesquels je ne vais pas m'appesantir parce qu'ils ne sont pas présents dans l'exposition pour des raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Mais à partir de 1970, Hervé reprend la peinture avec une série qui s'appelle Les Passages, qui sont des peintures de petit format, dont vous avez deux exemples ici, qui sont des peintures qui se caractérisent par des aplats de couleurs extrêmement plutôt monochromes, qui sont caractéristiques de ce qu'on peut obtenir avec l'acrylique, c'est-à-dire des surfaces extrêmement en aplat et plutôt avec une texture un peu brillante. Plus important également, cependant, l'iconographie, qui récupère une partie des objets mis en scène dans les objets auxquels je faisais allusion tout à l'heure, notamment cette canne blanche qui fait allusion à une locomotion difficile, ou encore à la cécité, ou même au vaudou, puisque vous savez que la canne blanche, et ce n'est pas anodin dans cette expression, vous le verrez tout à l'heure, est un peu l'emblème du Baron Samedi que Télémaque a représenté en 2000, vous verrez le tableau tout à l'heure. Cet objet de la canne, donc lié à la cécité, est assez souvent accompagné d'éléments extrêmement bruyants, comme ici un corps de chasse ou encore un sifflet. Et vous notez la présence de la paire de ciseaux qui annonce toute une série d'œuvres qui ne sont pas présentes dans l'exposition, des collages qui interviennent dans l'œuvre d'Hervé autour de 1974. Cette paire de ciseaux, vous la retrouvez notamment sur cette très belle peinture, l'une des premières acquises par l'État français en 1970. Il s'agit d'une peinture qui s'appelle « Objet usuel pour Vincent Van Gogh ». Notez le point d'interrogation. Les titres d'Hervé à cette époque sont souvent très littéraires et très complexes, inspirés notamment par le surréalisme. Vous voyez ici réapparaître la chaise longue de ce matériel de camping dont on parlait tout à l'heure, une sorte d'hommage à front renversé, si on peut dire, à Van Gogh, dont l'oreille tranchée est représentée ici à la périphérie de la peinture. Ce qui est plus frappant encore dans cette composition assez étonnante, c'est cette façon d'inviter le spectateur, au moins par le regard, à découper la surface de la toile. Encore une fois, une allusion à la fabrique même de la peinture. Cette découpe qu'on peut rapprocher de « Sous les pavés la plage », le fameux slogan de mai 68. Ici, cela fonctionne un peu comme « Sous la toile, la cimère ». Donc tout un jeu aussi sur ce genre de choses. Et puis, deux autres peintures inspirées par de grands prédécesseurs. Ici, deux peintures qui appartiennent à la série des Vacances de Hegel. C'est le titre d'un célèbre tableau de Magritte qui représente un verre d'eau posé sur un parapluie. Et ce sont deux éléments que Télémaque retrouve sur une vieille caisse abandonnée dans l'atelier qui va lui inspirer une série de 4 ou 5 peintures où l'on retrouve ces pictogrammes désormais dissociés et un jeu, là encore, sur l'objet même du tableau. Puisque vous voyez ici le cadre original, ce qui n'est pas le cas dans la peinture suivante, qui accentue le côté boîte de la peinture. Et puis en face, une œuvre qui a rejoint récemment la collection du Centre Pompidou, puisque Hervé l'a offert au Centre Pompidou au moment où nous commencions à préparer cette exposition. Il s'agit, on ne peut pas s'en apercevoir du premier coup d'œil, d'une réinterprétation d'une œuvre célébrissime de Marcel Duchamp, La mariée mise à nu par ses célibataires même, que l'on appelle également plus vulgairement le grand verre. Et ici, Hervé représente le célibataire sous la forme de taches solaires. Ici, et la lunette renvoie à la mariée qui est ici, on le voit, une toute jeune fille, puisque c'est une petite fille qui joue la lunette. Le style de cette lunette renvoie évidemment à tout l'univers de l'art pop, qui est encore très en vogue dans ces années-là. Vous voyez réunies 3 œuvres qui sont en rapport notamment avec Haïti, c'est le cas évidemment pour Port-au-Prince, vous voyez le nom détaché sur cette peinture, ou encore à la Martinique, avec cette clôture martiniquaise qui est finalement une des assez rares œuvres Hervé inspirées par le paysage de la Martinique. Mais le grand œuvre ici, c'est cette admirable peinture, Le silence veille à
Samar, Haïti, qui est une œuvre qui n'était pas non plus à Paris, encore une fois, et qui aurait pu y être, car il s'agit vraiment d'une œuvre majeure des années 1970, une œuvre qui est un tondo, donc une forme assez peu usitée à cette époque, qui avait été réactivée par les impressionnistes comme Monet ou par les cubistes, bien sûr, et que Télémaque va beaucoup employer dans les années 1970. C'est une composition en deux parties. D'un côté, vous avez une scène inspirée par une photographie prise par Hervé lui-même, ce qui est assez rare, dans un hangar haïtien où il a vu cette vision d'un vieux camion de pompiers délabré et un Haïtien à l'intérieur qui dormait avec le pied sorti par la fenêtre. Et c'est ce qu'il a représenté ici, avec la cloche des pompiers sur le côté. Et de l'autre côté, c'est plutôt une scène, un paysage inspiré par le port de Saint-Marc, donc à proximité de ce hangar. Le port de Saint-Marc est un port très actif en Haïti, mais qui a été un des ports de départ et d'arrivée de la traite négrière. Alors, quel est le sens exact de cette peinture? Le titre peut donner des indices. Le silence veille à Saint-Marc. Cela sonne un peu comme l'ordre règne à Varsovie. Vous savez, c'est cette fameuse apostrophe qu'avait lancée de façon très maladroite un parlementaire français en 1830, en parlant de la façon dont les Russes avaient maté une révolte polonaise dans le sang. L'ordre règne à Varsovie. Ici, le silence veille à Saint-Marc. C'est sans doute une allusion au manque de réaction de la population haïtienne à la dictature de Duvalier. De façon particulièrement subtile, mais très forte, je crois, de faire allusion aux conditions politiques désastreuses à l'époque de son île natale. Télémaque est revenu en Caraïbes, est revenu en Haïti en 1973. Cela faisait 16 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans son île natale. Il a renoué avec l'île et beaucoup d'éléments caribéens vont faire leur apparition dans ces années. Je vous invite à aller voir notamment des collages. Il y en a deux dans cette exposition, et qui sont les plus beaux réalisés sans doute par l'artiste en 1980. Dans l'histoire du collage, les collages d'Hervé sont extrêmement originaux et non guère d'antécédents, à vrai dire. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, à commencer par les artistes cubistes des années 1910, Hervé n'utilise pas d'éléments déjà là, il ne découpe pas d'illustrations dans la presse, ou très peu, vous en avez vu quelques-uns inclus dans les peintures des années 1960. Son matériau de prédilection, c'est le papier ganson, le papier de couleur qu'il découpe et qu'il colle de façon très soigneuse en jontoyant les éléments, comme pour cette très belle selle. Les selles sont beaucoup inspirées une série de collages, dont vous avez sans doute le plus extraordinaire, Selle comme montagne, qui appartient au musée Cantini de Marseille, qui a bien voulu le prêter ici. Et autre caractéristique des collages d'Hervé, il aime bien insister là aussi sur la fabrique de l'œuvre en montrant le dessin préparatoire. Et c'est le cas ici, vous avez le véritable patron de l'œuvre. D'ailleurs, l'épouse de Télémaque, Maëlle, l'aidait à réaliser ces patrons. Alors le thème de la selle, pourquoi? C'est un thème qui intéresse beaucoup Hervé dans ces années-là. La selle est à la fois un objet sexuel, puisque le corps humain est en contact direct, certaines parties du corps humain est en contact direct bien sûr avec la selle. C'est un élément politique aussi, dans une certaine mesure, puisque cette selle renvoie à l'idée de domination, de l'homme dominant l'animal, mais pas seulement, l'homme dominant l'homme. C'est un élément religieux aussi dans une certaine mesure, puisque dans le culte vaudou, vous le savez beaucoup mieux que moi, on dit que le Loa monte le possédé, comme si le possédé était une simple monture. Donc une série vraiment importante. Et de l'autre côté, une œuvre encore plus explicitement politique, qui s'appelle Mère Afrique. C'est le moment où Télémaque de plus en plus associe figure maternelle et terre natale. Et c'est le cas ici pour Mère Afrique. Il s'agit en fait d'une œuvre qui résulte d'une commande réalisée pour un musée qui finalement ne s'est pas fait en Afrique du Sud sur le thème de l'apartheid. Vous voyez ici une cravache notamment, qui renvoie bien sûr à la selle dont je vous parlais pour l'instant et qui sépare deux éléments. En fait, pour cette œuvre, Hervé a associé deux sources iconographiques différentes. Une photographie que vous devinez sous le papier calque ici, qui montre une lune noire promenant des enfants devant une plage avec une pancarte indiquant interdit au genre de couleur, et une image beaucoup plus fameuse, vous connaissez peut-être certains d'entre vous,
ces deux figures qui proviennent de la célèbre affiche des Ballets Nègres à Joséphine Baker, une affiche de Paul Colin de 1925. Et vous voyez de quelle façon Hervé mêle ces deux éléments, une sorte de chiasme très inventif, avec ce cadre qui reprend certains éléments de la photographie ou alors les masques que vous voyez ici de Paul Colin. Donc c'est une œuvre très forte. Vous voyez ici le panneau dont je vous parlais, qu'on voit beaucoup mieux que sous le cadre. Et bien sûr la cravache, on pourrait dire encore une fois de domination. Alors je voudrais insister sur une peinture qui n'a pas fait le voyage non plus pour Paris ni Marseille, et pour cause, puisque c'est la seule peinture qui appartient à la Martinique, puisqu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'artiste qui avait été acheté par le FRAC Martinique il y a déjà un certain temps. Il s'agit d'une œuvre qui a été restaurée pour l'occasion, donc vous voyez dans un parfait état, qui s'appelle Dérive numéro 2, qui réunit plusieurs des éléments de l'univers de Télémaque dans ces années 1980. D'abord l'écriture, que vous voyez bien visible en partie basse, je vais y revenir, et puis des éléments iconographiques très divers, par exemple un échantillon, je cherche toujours le nom, choisir un éventail de couleurs, si vous voulez. Ici un rouleau lithographique, c'est le moment de ces années 80 où Hervé intensifie son travail de graveur et de lithographe. Alors on peut s'interroger sur le titre de cette peinture. Pourquoi dérive? Alors c'est d'abord la dérive des continents, puisque vous avez ici, vous reconnaissez l'Afrique et l'Amérique, avec même Haïti et Cuba. Et autour de cette idée de dérive, c'est aussi la fantaisie d'artiste qui est mise en exergue, avec des éléments très divers. La politique, encore une fois, est présente, même si sous un jour un peu comique et satirique, puisque vous avez là-haut une caricature de Raymond Barre, de Plantu, relevée dans le journal Le Monde. Je vous rappelle que Raymond Barre est natif de La Réunion, donc aussi un homme politique d'origine d'outre-mer. Et puis plusieurs instruments aratoires, vous voyez ici, les socs de charrue, qui renvoient à un élément de cette phrase, puisque Hervé parle de la combite. Vous savez, cette association d'entraide paysanne, qui est une des caractéristiques de la société haïtienne. Donc une œuvre complexe, dans un support original, puisque cette forme trapézoïdale est extrêmement rare dans l'histoire de l'art, à la différence du tondo dont je vous parlais tout à l'heure, dont on a de nombreux exemples. Je n'ai pas trouvé d'autres artistes qui ont traité ce format. En face de vous, trois éléments qui appartiennent à ce qu'il est convenu d'appeler les marques de café d'Hervé, je vais vous dire pourquoi, et puis un unique dessin. Mais je tenais beaucoup à montrer au public de la Fondation Clément le génial dessinateur que Hervé peut être aussi, et qu'il a été beaucoup dans les années 1990, au moment où il reprend la pratique du dessin, et notamment du fusain, pour cette très belle série. Vous en avez un exemple ici, c'est le numéro 4, que lui inspire la chauve-souris, un de ces animaux emblématiques. Alors, deux mots sur les marques de café. Là aussi, il s'agit d'une invention technique d'Hervé, peut-être inspirée par l'usage du sable par les cubistes dans les années 1970. Vous voyez ici de petits reliefs en bois. Ce ne sont pas des bois de récupération, ce sont vraiment des bois que travaille Télémaque pour chacune de ses pièces. Il les recouvre, et c'est ça l'originalité, d'un marc de café coloré qu'il applique sur une surface qui a été préalablement encollée. Alors pourquoi le café? Cela renvoie bien sûr à Haïti, l'économie d'Haïti, c'est effectivement très important. Le café, c'est aussi la divination, puisqu'on lit l'avenir dans le marc de café, donc il y a toute une polysémie autour de cette idée du café. Alors j'attire votre attention sur la séancière, puisque c'est là aussi un renvoi à la réalité de la Martinique, puisque vous le savez encore une fois beaucoup mieux que moi, la séancière est une sorte de maîtresse de cérémonie, de maraboute, je ne sais pas si on peut le dire au féminin, qui préside aux cérémonies magiques ici à la Martinique. Ici un très beau Bocofès, qui est une œuvre qui renvoie là aussi à la sexualité, notamment au thème de la gaine, qui était très présent dans la peinture de gaine féminine, très présent dans la peinture d'Hervé dans les années 1960. Je n'ai pas eu le temps de vous commenter certaines des œuvres, vous pourrez revenir dans l'exposition. Alors vous l'avez compris, Télémaque, comme d'autres artistes de la figuration narrative, est un artiste qui aime bien s'approprier l'image des autres. Vous l'avez déjà vu dès les années 1960.
Et c'est encore davantage le cas dans au tout début des années 2000. Vous avez sous les yeux une œuvre qui date précisément de cette année-là, qui est directement inspirée par un artiste qui est un artiste que Télémaque admire beaucoup, qui n'est autre qu'Hector Hippolyte, qui est un des premiers grands artistes naïfs, entre guillemets, haïtiens, qui avait été notamment repéré par André Breton lorsqu'il était allé en Haïti, qui lui a d'ailleurs consacré un très beau texte. Et vous voyez ici, nous avons mis sur le cartel la photographie de ce petit tableau, malheureusement aujourd'hui disparu, puisqu'il a été détruit pendant le tremblement de terre de 2010 à Port-au-Prince. Mais évidemment, Hervé ne s'est pas contenté de reproduire cette peinture, il en a repris la composition, mais avec le style en est extrêmement différent. Il lui a donné surtout un format monumental, digne d'un hommage à ce grand artiste. Donc le baron samedi, devant 3 croix et un bébé endormi qui fait le grand voyage, semble-t-il. Le titre de la peinture est important. Le voyage d'Hector Hippolyte en Afrique, cela renvoie à Toussaint Louverture à New York, des voyages totalement imaginaires, puisque Hippolyte n'a jamais pu faire le voyage de retour, bien sûr, en Afrique. Autre élément important, ce tableau noir sur lequel Hervé a inscrit les noms de beaucoup des dictateurs qui ont ensanglanté l'Afrique depuis 1945. Vous reconnaissez au hasard Bokassa, Amin Dada, Kabila, beaucoup d'autres. Les Duvalier ne sont évidemment pas oubliés. Donc une œuvre symbolique extrêmement forte aux couleurs d'Haïti, puisque ce rose un peu dévoyé, je vous l'accorde, et ce bleu sont les couleurs d'Haïti. Et quand Hervé a fait le voyage d'Haïti il y a quelques années, il avait été extrêmement frappé par cette omniprésence des 2 couleurs sur les façades des maisons, et c'est ce qui l'a sans doute incité à multiplier ces 2 couleurs dans beaucoup des peintures des années 2000. Autre exemple inspiré par une œuvre déjà là, si on peut dire, vous le voyez aussi grâce au cartel illustré. Ça, c'est aussi une innovation que nous avons apportée à l'exposition par rapport aux étapes précédentes. Un petit texte qui permettra au public de décrypter, car certaines de ces peintures ont besoin d'un minimum d'explications. Et ici, nous avons été même jusqu'à reproduire, ce qui n'était encore une fois pas le cas auparavant, le document d'origine. Ici, il s'agit d'une photographie célèbre du photographe américain Elliott Erwitt, une photographie de 1950 qui montre un jeune noir s'approchant d'un lavabo réservé aux gens de couleur, à côté d'une ultra-moderne fontaine réservée aux blancs. Évidemment, c'est une image extrêmement efficace de la ségrégation qui régnait à l'époque en Caroline du Sud. Et Hervé réactive cette image pour montrer peut-être la présence encore d'un racisme plus ou moins diffus. Une image paradoxale, car elle fait allusion à une réalité qui n'est guère heureuse, mais vous voyez des couleurs extrêmement franches, extrêmement joyeuses, qui font de ce tableau une chose tout à fait extraordinaire. Sachez que le Centre Pompidou possède le dessin préparatoire, une œuvre admirable, que j'aurais beaucoup aimé montrer à proximité de cette peinture, mais malheureusement, pour une fois, pour des raisons de conservation, ce dessin est resté dans notre réserve au cabinet d'art graphique du Centre Pompidou. Alors il y a une autre œuvre qui n'a pas pu faire le voyage, qui était l'œuvre majeure de la dernière salle de l'exposition à Paris, qui est une œuvre qui s'appelle Fond d'actualité, qui est une œuvre assez amusante, le plus grand format que Télémaque ait jamais réalisé, et qui tourne autour de la question de l'histoire de la réélection de Jacques Chirac devant Jean-Marie Le Pen en 2002, donc un tableau vraiment extraordinaire, beaucoup fondé sur des caricatures des 2 dessinateurs du monde, Plantu et Panchaud. Et comme cette peinture ne pouvait pas faire le voyage, et que tenez quand même à montrer que de temps en temps, mais assez rarement, Hervé fait des allusions directes à la politique intérieure de la métropole, j'ai fait venir ce tableau assez amusant qui porte le titre « Et si c'était ainsi numéro 2, Anne et Sarko Plantu ». Et vous reconnaissez notamment une caricature de l'homme politique français par Plantu. L'âne, à cette époque, est un peu un animal emblématique d'Hervé avec la chauve-souris. Il aime beaucoup cet animal qui est immobile, qui pose bien, qui prend bien la pose, qui peut être une allusion à la lenteur qui caractérise Télémaque par rapport à Plantu, qui lui, évidemment, est obligé de faire un dessin à toute vitesse, puisqu'il vous le savez, il en fait un par jour. Une autre œuvre très importante, également pour l'histoire de l'homme, Télémaque, c'est celle-ci. Alors, cette peinture a une histoire, c'est une des rares œuvres
de Télémaque qui a été peinte sur une très longue durée, puisque le tableau a été commencé en 2006, il n'est terminé qu'en 2010. C'est un tableau qui était commencé avant les graves accidents de santé qu'il a subi, notamment un AVC qu'il a subi en 2006. Et donc le tableau est resté en chantier et il ne l'a repris que bien après une convalescence douloureuse. Donc c'est une œuvre composite qui fait parfois allusion d'ailleurs à ce grave événement qui est intervenu dans sa vie. Notamment vous avez une sorte de cadre dans le cadre, qui est un billard, me dit Hervé, donc il a surtout touché sur le jeu de billard et passé sur le billard, puisqu'il a subi aussi une grave opération. Surtout, ce qui est étrange dans cette composition, c'est qu'il a commencé de la main droite, et à la suite de la paralysie qu'il a atteint et qu'il affecte toujours, Télémaque a dû se mettre à peindre de la main gauche. Et c'est pour cette raison que vous avez notamment une allusion à ce changement de main, avec cet élément qui apparaît ici. Vous voyez aussi que le style d'Hervé a beaucoup évolué par rapport, ne serait-ce qu'aux années 70, 1990. On n'est plus du tout dans les aplats de couleurs, on n'est plus du tout dans les éléments cernés. Vous voyez ici, au contraire, une certaine confusion, extrêmement voulue, extrêmement contrôlée. Le Télémaque renvoie à l'idée de canopée. C'était le titre de son exposition à la Galerie Carré, où il a présenté cette peinture. La canopée, c'est un élément que l'œil humain ne voit pas, puisque c'est le sommet des arbres. Donc c'est une façon aussi pour lui de justifier l'imprécision due à ce changement de main dont je vous parlais à l'instant. La peinture de ce tableau est à peine fraîche, puisque Télémaque l'a achevé très peu de temps avant que le transporteur vienne l'emballer dans son atelier pour la porter jusqu'ici. Je tenais beaucoup, comme ça avait été le cas pour Paris, que Télémaque peigne un tableau spécialement pour l'exposition, et c'est le cas pour ce tableau, qui avait un avantage aussi très pratique pour le commissaire que je suis, c'est c'était un grand format, et j'en avais besoin dans cette salle, mais qui se divise en 2 morceaux. C'était parfait pour le transport. Ça aurait été un tableau d'une seule tenue, il n'aurait malheureusement pas tenu dans une caisse, ni dans un avion cargo. Donc c'est un tableau qui est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on voit que Télémaque renoue avec le récit, avec la narration, ce qu'il avait un peu perdu de vue jusqu'à présent. Donc c'est une façon de renouer aussi avec la figuration narrative. C'est un tableau qui est inspiré par une vision plus ou moins érotique, si j'ai bien compris, d'une jeune femme, une jeune flamande, traversant la Grand Place à Bruxelles pour rentrer dans une voiture de luxe dont vous voyez le capot ici, et pour rejoindre son jeune amant arabe. Je me contente de citer l'artiste, au bord du canal Saint-Martin, qui est donc représenté ici. Donc une sorte de picturalité joyeuse au service d'une iconographie peut-être coquine. Hervé ne nous a pas tout dit sur cette peinture. Le thème du canal Saint-Martin est un thème important qui renvoie à l'iconographie du barrage que Télémaque a notamment traité dans de grandes peintures des années 1990-2000. Pour lui, ces barrages symbolisaient la lutte contre la propagation du virus du sida. Donc c'est un peu un souvenir d'une série passée. Voilà, donc une très belle coda à cette exposition qui, encore une fois, fait partie des œuvres tout à fait nouvelles présentées ici à la Fondation Clément. Et puis j'insiste sur cette citation, une citation d'Aimé Césaire qui était déjà présente dans les 2 premières versions de l'exposition, une magnifique citation à laquelle Télémaque tenait beaucoup, car il voulait vraiment que toute l'exposition, toute son entreprise et peut-être toute sa carrière soit placée sous le signe d'Aimé Césaire et de son extraordinaire cahier d'un retour au pays natal. À l'origine même, il avait eu l'idée de diffuser sa voix, lisant les extraits du cahier d'un retour au pays natal dans l'ensemble de l'exposition. Je l'ai assez vite dissuadé pour beaucoup de raisons, pas seulement pratiques, mais ça aurait été peut-être un peu pesant pour le visiteur d'avoir toujours cette voix en permanence dans le fond. Mais c'est une idée qui a germé. Nous en avons eu beaucoup au cours de la préparation de cette exposition. Certaines ont abouti et d'autres pas, comme celle-ci. Il s'agit d'une chronologie illustrée dont les images ont été choisies par Bénédicte Lajac et mis en scène par Bastien Morin, le graphiste de l'exposition. J'attire simplement votre attention sur cette image, puisqu'il s'agit de ce portrait qui figure dans Convergence, le grand tableau de Saint-Étienne que je vous avais commenté dans le premier espace de l'exposition. Vous voyez donc de quelle façon l'artiste réutilise des matériaux, comme ici le portrait
son portrait réalisé par le grand peintre d'ailleurs, trop tôt disparu, Gérard Galsworowski.